Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Amorçons notre rencontre avec cette nouvelle concernant le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, qui a déclaré que le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté aujourd'hui au 33e colloque des forces armées intitulé « Sans eux, on ne serait plus » à l'occasion de la journée du martyr au centre des conférences internationales d'Al-Manara. L'Égypte célèbre le 9 mars la journée du martyr et des anciens combattants pour commémorer la mémoire de l'ancien chef d'état-major des forces armées Abdelmenem Riad, décédé sur le front durant la guerre. Plus d'informations dans ce compte rendu. L'Égypte célèbre le 9 mars de chaque année la journée du martyr et des anciens combattants pour commémorer la mémoire de l'ancien chef d'état-major des forces armées, Abdelmenem Riad, décédé sur le front durant la guerre d'usure. Le monument du soldat inconnu au Caire, construit en 1974 en l'honneur des Égyptiens et des Arabes qui ont péri dans la guerre d'octobre 1973. Inauguré en 1975, c'est devant ce mémorial qu'est assassiné Anwar el-Sadat le 6 octobre 1981. Il est lui-même enterré non loin de la tombe du soldat inconnu et la tribune où il est tombé est toujours élevée en mémoire constante de l'événement. Le monument est une magnifique pyramide creuse de 306 mètres de haut. Au centre de la base est un cube de basalte massif représentant la tombe du Sadat. Le monument est en béton gravé de 71 nombres de soldats pris au hasard, tandis que le tombeau du soldat inconnu est en basalte, pierre dure que les Égyptiens utilisaient déjà durant l'Antiquité pour leurs monuments funéraires. Cette année, et dans le cadre des célébrations de l'Égypte et des forces armées du jour du martyr et du vieux guerrier, qui coïncide avec la mémoire du martyr du lieutenant-général Abdelmenem Riad, ancien chef d'état-major des forces armées le 9 mars 1969, le président Abdel Fattah el-Sisi délègue le commandant en chef des forces armées, ministre de la Défense et de la Production militaire, le lieutenant-général Mohamed Zaki, pour déposer une gerbe de fleurs sur le mémorial des martyrs des forces armées à la cité Nasr. Le commandant en chef des forces armées, accompagné de chef d'état-major des forces armées Mohamed Farid, dépose une gerbe de fleurs au mémorial du soldat inconnu. Puis, il visite la tombe du défunt président Mohamed Anwar el-Sadat. À la fin de la cérémonie, le ministre de la Défense a salué un nombre d'anciens commandants et hauts commandants des forces armées. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Raouf Ghafar, analyste politique. Dr Raouf Ghafar, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour, merci. Dr Raouf Ghafar, aujourd'hui nous célébrons la journée du martyr. Il s'agit du 33e colloque des forces armées intitulé « Sans eux, on ne serait plus ». Comment analysez-vous le thème cette année « Sans eux, on ne serait plus là » Ça s'explique, c'est-à-dire les mots s'expliquent certainement sans le sacrifice des messieurs, des officiers, des membres des forces armées et la police, etc. Leur effort, leur sacrifice, parce que beaucoup d'entre eux ont perdu la vie justement, tout en défendant leur pays, leur patrie. Et sans eux, vraiment, nous serions dans une place complètement différente. C'est-à-dire, si jamais il n'y avait pas l'effort et le sacrifice dans les différentes guerres, dans les 70 ans qui ont passé, s'il n'y avait pas l'effort et le sacrifice de la police et de l'armée au Sinaï, sur les frontières ouest et sur les frontières sud, on ne peut pas s'imaginer dans quel état l'Égypte pourrait être. Alors c'est pour ça qu'on doit reconnaître ce sacrifice et l'honorer et apprendre à nos enfants que c'est la plus grande chose à faire pour son pays. Quels sont les points essentiels que le chef de l'État a soulignés dans son discours ce matin? Bon, c'est-à-dire, il faut
il faut absolument savoir que tout le monde travaille pour son pays. Certainement, pour présenter la vie pour le bien de son pays, pour la sécurité de son pays, pour la stabilité de son pays, pour la libération de son pays, ça c'est la plus grande chose. Et ça c'est un message pour tout le monde. Il faut travailler, il faut faire le plus effort possible, parce que rien ne peut se comparer à la perte de la vie si jamais on fait ça pour le pays. Donc moi, dans mon travail, je dois le faire par excellence, je dois exercer mon effort exceptionnel et maximum pour essayer justement de s'approcher de ce sacrifice énorme que mes collègues dans l'armée ou dans la police ont présenté et ont fait pour leur patrie. À votre avis, quels sont les défis principaux qui s'opposent à l'heure actuelle face aux forces armées, puisque nous célébrons la journée du martyr? Grâce à Dieu, nous avons pu surmonter beaucoup de défis, justement, mais jusqu'à présent, il y a toujours des défis qui se présentent d'un jour à l'autre. C'est-à-dire la zone où on vit, Est-Méditerranée, avec beaucoup de changements qui arrivent là-dedans, il y a pas mal de défis. On doit défendre nos frontières. Il y a encore la stabilité et la sécurité de nos voisins à l'ouest, la Libye, au sud, le Soudan. Et si on parle encore dans une zone un peu plus élargie, on parle des défis qui se présentent entre l'Éthiopie et le Soudan, considérant que le Soudan est légitime un pays et que la sécurité nationale de l'un fait partie de la sécurité nationale de l'autre. On parle de la stabilité, de la sécurité de la mer Rouge pour assurer le transport maritime dans cette endroit. C'est-à-dire, il y a tellement de défis qui se présentent et le fanatisme, le terrorisme, bien que ça a presque cessé, mais on doit être toujours alerte pour que ça ne se répète pas. Donc il y a tellement de défis et il y a tellement d'efforts qui doivent être exercés par les forces armées pour justement confronter tout ce que ça présente. Justement, nous commémorons la mémoire du martyr Abdelmenem Riad et c'est pour commémorer la date de son décès ou la date à laquelle il est devenu un martyr. Est-ce qu'on peut jeter la lumière brièvement sur Abdelmenem Riad en tant que martyr? C'est-à-dire, c'était le chef d'état-major. Le chef d'état-major. Après la guerre de 67, et c'était il avait la responsabilité de redresser l'armée, de réarmer l'armée, et il a fait un travail exceptionnel. Et justement, il a perdu sa vie au bord du canal de Suez. Donc, il était en plein travail. Et Abdelmenem Riad, c'est le symbole. C'est-à-dire, c'est un monsieur qui pouvait gérer l'armée du Caire, disons, mais il a préféré être au milieu de ses officiers et soldats sur le front. Et ça donne l'exemple à l'armée. Et comme vous venez de dire, son nom est devenu le symbole. Mais il faut commémorer quand même le plus petit soldat qui a perdu sa vie, qui a présenté sa vie pour sa patrie, les officiers, etc. Et c'est pour ça que on célèbre ce jour
parce que justement, ça coïncide avec où on a choisi ce jour, parce que, comme je viens de dire, Abdelmonem Riyad représente le grand symbole du sacrifice. C'est ça. Pour revenir au défi du Proche-Orient, l'Égypte est au centre, c'est-à-dire l'Égypte en tant que pays africain et en tant que pays arabe a des charges très particulières et l'Égypte avec ses frontières a quand même des défis aux alentours. Dans quelle mesure l'Égypte est capable de faire face à tous les défis sécuritaires qui s'y trouvent? Nous avions toujours pensé, c'est-à-dire pourquoi notre président donne cette grande importance à l'armement de l'armée égyptienne, à l'entraînement de l'armée égyptienne, à fournir les armes les plus modernes pour l'armée égyptienne. Et maintenant, on a compris, parce qu'il y a tellement de défis qui se présentent autour de nous, et en plus, on ne parle pas simplement du territoire égyptien. Certainement, la priorité est pour le territoire égyptien, mais l'Égypte a une responsabilité envers la sécurité et la stabilité, premièrement, des pays de voisinage, comme je viens de dire, de l'Ouest et du Sud, et puis on a toujours le problème interne avec le fanatisme, avec le terrorisme, qui a presque disparu, mais ça a eu jour à l'Est. Et puis on doit, disons, jouer le rôle dans le continent africain pour essayer d'établir la sécurité et la paix et la stabilité dans tout le territoire africain. Et je pense que l'Égypte a réussi jusqu'à présent à convaincre beaucoup de pays de signer des accords de paix, etc. On peut mentionner le sud du Soudan, par exemple, etc. Donc l'Égypte a une responsabilité envers les pays de voisinage et envers le continent africain sur le plan sécurité et stabilité. Et d'ailleurs, les forces des Nations Unies qui gardent la paix, il y a une participation égyptienne considérable parce que, justement, ça vient dans la direction du rôle que l'Égypte joue dans ce domaine pour le continent africain. Il faut dire que le règlement pacifique de la cause palestinienne constitue un étendu ou un horizon sécuritaire important pour l'Égypte, étant donné que nous avons des frontières communes avec Rafah et autres. Donc, où en sommes-nous quant au processus de paix? La crise palestinienne a été toujours la chose la plus importante et elle a toujours joui la priorité extrême de l'État égyptien. Ça n'a jamais cessé. L'Égypte essaye, pas seulement ça, nous sommes engagés, nous avons été engagés dans des guerres justement pour défendre cette cause. Maintenant, nous essayons de convaincre toutes les factions pour se mettre d'accord sur un processus de paix, sur une paix qui soit juste, etc., etc. Donc la crise palestinienne a été toujours une priorité numéro 1 pour l'Égypte. Jusqu'à présent, nous avons certainement le Gaza qui est à côté, et bien qu'il y a des choses qui ne vont pas bien avec les gens du Gaza, mais je répète, l'Égypte n'a jamais cessé d'exercer son effort pour établir une paix juste et justement trouver disons une solution qui soit acceptable et qui soit
éternelle, si je peux dire, pour les deux pays, entre Israël et les Palestiniens. Mais on n'a jamais cessé de donner à la cause palestinienne l'importance qu'elle déserve, certainement. Abordons la question libyenne, étant donné que nous avons aussi des frontières et selon la topographie de l'endroit, les frontières sont difficiles étant donné qu'il y a des dunes et nos frontières sont très profondes et le sol même constitue une entrave. La Libye est un pays où il y a énormément de milices armées, plus de 1400 milices armées, là où il y avait Daesh et il y avait d'autres groupes armés. Dans quelle mesure nos frontières sont sécurisées et dans quelle mesure la question libyenne, est-ce que la question libyenne constitue toujours un danger à l'heure actuelle ou est-ce qu'il y a une amélioration au niveau de la stabilité? Certainement. Il y a un changement vers le mieux sur le plan stabilité. Si on regarde il y a 4, 5, 6 ans, justement, qu'est-ce qui est arrivé sur le plan libyen et qu'est-ce que ça causait comme problème pour nous ici, avec 1200 kilomètres de ligne de frontière, ce qui est très long et comme vous l'avez dit, le sol est terrible, disons, ce sont du désert, des dunes, etc. Notre armée a fait un effort vraiment incroyable et maintenant, je peux dire facilement que la situation à propos des frontières ouest, ces frontières libyennes, sont à plus de 95% sécurisées et la situation en Libye, non seulement sur le plan militaire, mais sur le plan politique, nous avons vu l'effort que l'Égypte a fait pour justement mettre les différentes factions ensemble et pour essayer de faciliter la transition. Et si jamais on regarde la situation politique qui existe aujourd'hui en Libye et on compare ça avec ce qui existait il y a juste un an, non, il y a un effort considérable, il y a un changement très important et nous espérons que très bientôt les choses seront en place et nous allons voir une Libye unie encore une fois et en principe, encore une fois, l'existence de milices et de forces étrangères sur le territoire libyen n'est complètement pas acceptable et j'espère, comme je viens de dire, que d'ici la fin de cette année, la Libye va se dégager de ces forces, disons, étrangères et va établir un nouveau pays constitutionnel qui disons, qui peut réaliser tous les espoirs des Libyens. Et pour nous, la Libye est extrêmement importante et la stabilité de la Libye et la stabilité de l'Égypte. Et c'est pour ça que on a fait l'effort et je pense que maintenant nous sommes très bien placés sur le plan stabilité en Libye et en Égypte et les frontières sont en très bon état. Oui, les forces armées tiennent à fournir tous les aspects d'assurance sanitaire, sportifs, sociaux, culturels pour les familles des martyrs. Alors, comment est-ce que ceci se manifeste? Que donnent en échange les forces armées aux familles des martyrs? Ma chère, le minimum que le pays peut faire pour récompenser les familles de ces martyrs, qui, comme je dis, qui ont sacrifié leur vie pour leur patrie. Alors c'est la moindre des choses, non seulement de commémorer les martyrs, mais de donner tout le possible pour leur famille, c'est-à-dire leurs enfants, leurs femmes, sur le plan pension, sur le plan travail, sur le plan
école, sur le plan aide, argent, etc. C'est-à-dire, c'est la moindre des choses. Ces familles ont souffert et ils vont souffrir pour un long temps parce que beaucoup des martyrs ont des enfants qui sont petits, ont des veuves qui sont déjà jeunes, donc ils déservent justement tout le support possible de l'État. Et je pense que ni le président ni l'État vont oublier ces martyrs et leurs familles et vont donner tout ce qui est possible pour leur présenter une vie récente, une vie respectable, au moins pour garder le souvenir de leur martyr. Docteur Raouf Ghafar, vous êtes analyste politique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Il faut dire que le monument du soldat inconnu au Caire a été construit en 1974 en l'honneur des Égyptiens et des Arabes qui ont péri dans la guerre d'octobre 73. À tout de suite. يوم شيء. La journée du martyr, il s'agit aujourd'hui du 33e colloque des forces armées intitulé « Sans eux, on ne serait plus là ». Et ceci à l'occasion de la journée du martyr et l'occasion où les célébrations se sont tenues au siège des conférences internationales d'El Manara. Pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Passant Fahmi, expert en économie et en politique. Dr Passant Fahmi, bonjour et bienvenue avec nous. Merci madame, bonjour. Docteur Passant Fahmi, le thème cette année, c'était « Sans eux, on ne serait plus là ». Qu'est-ce que ce thème interprète pour vous? Qu'est-ce qu'il projette? Écoutez madame, ce que l'armée offre pour les Égyptiens et pour l'Égypte tout entière, ça c'est un service que, à mon avis personnel, on ne peut jamais, et je répète jamais, mettre en équivalence un montant ou une célébration ou quoi que ce soit. C'est-à-dire si quelqu'un perd sa vie pour défendre le pays et défendre le peuple égyptien, ça c'est un grand sacrifice que personne ne peut vraiment donner, comme on appelle, des récompenses, quoi que ce soit les récompenses. Alors cette année, c'était d'une façon un peu plus spéciale, c'est-à-dire de parler au monde entier comment l'armée égyptienne a présenté des sacrifices et à cause de ces sacrifices-là, que le pays égyptien tout entier et le peuple a pu développer, tout d'abord, ça a eu une vie stable, une vie protégée et aussi une économie qui avance dans une période où le monde entier n'arrive pas vraiment à être comparé de n'importe quelle façon. Alors, cette année, la récompense est bien claire que, oui, ils ont trop présenté pour l'Égypte et sans leur sacrifice, l'Égypte ne pourrait jamais atteindre ce qu'on a atteint et aussi continuer dans le futur. Et on a vu tout le monde, c'était très impressionnant. On a vu les enfants qui vraiment parlent de leur terre. Tout bien fait, c'est très bien présenté. Et eux aussi, ils ont, à mon avis personnel, le droit d'être protégés par tous les Égyptiens parce que leur famille a présenté des sacrifices, je répète, des sacrifices qu'on ne peut jamais les exécuter et se violenter. Alors c'est pour cela que cette année, c'était d'une façon un peu plus spéciale et le pays tout entier, le pays égyptien, vraiment a atteint leur sacrifice que ce doit avoir. Docteur Passant Fahmi, les forces armées, outre évidemment la défense de la patrie et le rôle militaire, il y a aussi des projets économiques importants auxquels les forces armées prennent part. Donc, dans quelle mesure les forces armées constituent un pion de l'économie égyptienne? Côté dehors, cette période, c'est très difficile de demander au secteur privé de travailler parce que la vision n'est pas claire. Moi, comme banquière, je vous dis, c'est très difficile de calculer le risque. Et quand on ne peut pas calculer le risque, le secteur privé ne peut pas travailler facilement.
Deuxièmement, pour la même raison, les investissements du monde entier ne peuvent pas entrer facilement. Eux aussi, ils n'arrivent pas à calculer le risque, non seulement pour l'Égypte, mais pour la région et pour le monde entier. Alors là, l'armée prend le risque parce que une société qui est prête à mourir pour défendre le pays, elle travaille pour défendre le pays sans vraiment calculer le risque pour les confronte. Et même si le risque est très élevé, ils sont aussi capables et prêts à le prendre. Alors tout le monde doit comprendre ça. L'armée ne fait pas ça parce qu'ils veulent le faire. Non. Tout d'abord, ils se débrouillent pour eux-mêmes. Ils n'ont pas, je veux dire, ils ont leur souffle à eux-mêmes. Ils peuvent vraiment dépenser sur l'armée dans une période très critique. Deuxièmement, ils sont prêts à participer dans le développement de l'économie égyptienne dans une période où, je répète, le secteur privé et les investissements internationaux ne peuvent pas vraiment prendre un risque qui est incalculable. Moi, je peux prendre n'importe quel risque, mais si je le calcule. Mais si vous demandez à n'importe qui, au monde entier, où est-ce que l'économie du monde va, c'est très difficile d'avoir une vision claire. Alors là, l'armée prend le risque pour défendre le pays de deux façons. Non seulement la défendre de la façon militaire, mais aussi de la façon d'une stabilité sociale. Parce que je vais mentionner une version du Coran où le bon Dieu a dit c'est-à-dire, il faut avoir des ressources pour vraiment protéger le peuple économiquement, surtout en ce qui concerne l'alimentation, et aussi protéger le pays. Alors, ils prennent les deux rôles, et je répète, les deux rôles, dans une période très critique. Dans le monde entier, on en passe, et spécialement en Égypte. Alors, il faut saluer l'armée de ce qu'ils font. Et je répète ici, ils se débrouillent eux-mêmes pour trouver des financements pour leurs besoins eux aussi. Parce que nous avons besoin de financer l'armée égyptienne et la police. Alors, d'un côté, ils ne demandent pas au ministère du Financement de l'argent pour acheter les armes, si vous voulez. Et deuxièmement, ils protègent le pays de deux côtés. Du côté de l'alimentation, et ça c'est une stabilité importante, et aussi protéger le pays, et ça c'est la stabilité du peuple et du pays égyptien tout entier. Alors je salue l'armée de ce qu'ils font parce qu'ils jouent deux rôles très importants. Aussi, durant la pandémie, les forces armées ont joué un rôle. On aimerait jeter la lumière sur ce rôle. Voilà. Même durant la pandémie, ils prennent aussi un troisième risque. Ça, c'est un risque aussi incalculable. Personne ne peut savoir qui peut tomber malade et qui ne peut pas tomber malade. Qui peut vraiment être affecté par la pandémie. Et non, mais eux, ils travaillent 24 heures sur 24 heures sur l'infrastructure pour développer les gouvernements, pour développer le pays égyptien tout entier. Alors, ils jouent un rôle, l'armée joue un rôle très important durant cette période. Protéger le pays et assurer une sécurité alimentaire, que ce soit des projets de la pisciculture ou de l'agriculture. Deuxièmement, développer l'économie, et ça a été vu par tous les indices qui ont été vus du monde entier, qu'ils travaillent dans l'infrastructure, et ça aussi, ça demande, et ça fait travailler des jeunes. On a dépensé des milliards, mais en même temps, on n'a pas eu un seul employé de l'étranger, ni un employé, ni ingénieur, ni rien du tout. Et aussi, ça développe les usines, c'est-à-dire quand on fait l'infrastructure, on vend tous les usines égyptiennes qui travaillent dans le domaine de l'infrastructure, ils vendent aussi les produits. Alors là, je veux dire qu'ils jouent un rôle très important, que ce soit la protection du pays, que ce soit le côté de l'alimentation et la sécurité sociale. Et ça aussi, ça c'est un côté très important. Docteur Passan Fahmy, quels sont les défis sécuritaires de la région que les forces armées, à votre avis, ont réussi à surmonter jusqu'à présent? C'est très facile de regarder la région tout entière. Regardez l'Irak, la Syrie, le Liban, regardez quelques pays du Golfe, le Yémen,
Regardez l'Afrique, la Libye, le Soudan, partout. Le seul pays qui est là et qui continue d'une façon professionnelle et, comme on appelle, forte, c'est l'Égypte. Et ça, je répète, c'est à cause de l'armée égyptienne et de la police égyptienne qui ont su proprement comment défendre notre pays et comment aussi offrir à l'économie un support très important. Je répète, l'alimentation et la sécurité interne. Alors on ne peut pas nier qu'ils jouent un rôle extrêmement important. Et c'est facile de regarder, c'est-à-dire aucun pays dans la région, regardez là, le continent africain, il y a des problèmes partout, des guerres partout, du terrorisme partout. Et le seul pays, alhamdoulilah, l'Égypte, c'est un pays stable, on vit une vie normale, on a tous nos besoins, on est protégé. Et ça aussi, je répète, c'est à cause de l'armée. Docteur Passant Fahmi, il y a des causes importantes qui se sont prolongées au fil des années, telle la cause palestinienne, et d'autres problèmes se sont rajoutés à ce grand défi sécuritaire qui constitue un horizon sécuritaire important pour l'Égypte. À votre avis, où en sommes-nous quant aux possibilités d'un règlement pacifique probable proche de la cause palestinienne? Le futur a changé, c'est-à-dire nous devons utiliser pour résoudre les problèmes la diplomatie économique. C'est-à-dire le monde entier maintenant a besoin de développer l'économie pour que le peuple vive dans une vie normale, stable. Alors la diplomatie économique, à mon avis, ça va être le langage ou la langue pour le futur, que ce soit pour le cas palestinien ou d'autres cas aussi. Il y a la Syrie, il y a l'Irak, il y a le Yémen, il y a le Libye, il y a le Soudan. La diplomatie économique pour que tout le monde veut que leur peuple vive une vie acceptable et une vie stable. Et aussi combattre le terrorisme, combattre l'instabilité, l'immigration illégale. Il y a beaucoup de problèmes trop compliqués. Alors, mais je répète, ce n'est plus avec, comme on appelle, à travers les guerres. Mais on doit utiliser ce qu'on appelle la diplomatie économique, où tout le monde est gagnant-gagnant. Et aussi, je répète, on doit utiliser aussi une coopération avec le monde entier. C'est-à-dire, pour développer une économie, on a besoin de technologie, on a besoin des ressources et de l'argent. Alors, il y a des pays et des compagnies qui ont la technologie, nous avons les ressources, notre région est très riche, et aussi nous avons la volonté de le faire. Financement, ça c'est le côté le plus facile et ça peut être développé de plusieurs manières. Alors, pour résoudre vraiment surtout le cas palestinien, nous devons savoir que la diplomatie économique sera toujours, à mon avis, le chemin où tout le monde est gagnant-gagnant. Très bien. Docteur Passant Fahmi, vous êtes experte en économie et en politique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Encore une fois, le monument du soldat inconnu au Caire a été construit en 1974 à l'honneur des Égyptiens et des Arabes qui ont péri dans la guerre d'octobre 73. Il faut dire que l'Égypte célèbre le 9 mars la journée du martyr et des anciens combattants pour commémorer la mémoire de l'ancien chef d'état-major des forces armées, Abdelmenem Riad. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. عقيدة قتالية مصرية من قديم الأزل